Magazine pluriel. Théophile Dandakou. Mesdames, Messieurs, bonjour. Lutte contre la cécité au Togo. Plus de 2000 patients souffrant de cataracte seront opérés dans les régions de la Kara et Maritime. Le rapport de la campagne lancé en novembre dernier a été fait hier à Lomé. Se laver 2 ou 3 fois par jour, c'est l'un des conseils à l'occasion de la Journée internationale de l'hygiène menstruelle. La journée célébrée aujourd'hui est l'occasion pour Madame Sadji Ami, sage-femme à Lomé, de s'adresser aux filles adolescentes. Ils cherchent les solutions à la vie chère. Les chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine sont en ce moment à Malabo, en Guinée équatoriale. Ceci pour un sommet sur le terrorisme, l'extrémisme violent et les changements anticonstitutionnels de gouvernement. Invité de ce journal pluriel, Mamam Halourou. Il est historien-chercheur. L'entretien porte sur le bilan des 47 ans de vie de la CEDEAO. Dans ce journal également, l'interview de Ecobank Transnational Incorporated, c'est au sujet de la 34e Assemblée Générale Ordinaire tenue à Abidjan. Les échos du palais, les sports et la revue de presse mettent fin à ce journal magazine. « 1400 chirurgies gratuites de la cataracte sur 2000 prévues, c'est le rapport à mi-parcours de la campagne Manamesse, vue retrouvée de l'ONG Lumière Divine. Elle est une initiative de l'organisation humanitaire Mercy Ships, pilotée au Togo par Lumière Divine. Cette campagne avait démarré en septembre 2021 et concerne les régions de la Kara et Maritime, une information sur laquelle nous allons revenir. Le monde entier célèbre aujourd'hui la journée mondiale de l'hygiène menstruelle. Une sage-femme à Lomé, Madame Sadji Ami, en parle. Elle partage son expérience aux adolescentes. C'est une interview de Sadji Ami au micro de Rose Kondoli. La menstruation, c'est le processus mensuel de rejet du sang et de tissu de l'utérus qui commence généralement avant l'adolescence et se termine à la ménopause. Qu'est-ce qu'une hygiène mensuelle? C'est la période à laquelle les jeunes filles, les adolescents et les femmes doivent prendre particulièrement soin de leur corps. Et ceci se prépare 2 à 3 jours d'avance et doit s'intensifier lors des menstruations qui durent 4 à 7 jours selon chaque personne. Nous utilisons des tissus hygiéniques qui nous permettent d'absorber le sang qui sort. Nous devons nous doucher 2 à 3 fois par jour, au moins 2 fois par jour. Et nous devons utiliser des antiseptiques pour éviter des mauvaises odeurs. Lors des menstruations, nous devons boire beaucoup d'eau. Nous devons manger des aliments, des produits riches en vitamines, en fer. Par exemple, les légumes verts, les fruits frais, les noix, les céréales complets. À ce moment précis, il y a d'autres aliments que nous devons éviter. Par exemple, nous ne devons pas boire de l'alcool, diminuer la consommation en sel et en sucre, en caféine, en théine, ainsi que les sodas. Éviter de prendre les aliments gras tels que les frites, diminuer la consommation de tabac, limiter la consommation des produits laitiers pour notre santé. Voilà, comme nous le disions, Juliette Kamdé est dans ce studio, puisque 1400 chirurgies gratuites de la cataracte sur 2000 prévues, c'était le rapport à mi-parcours de la campagne Manamesse, vue et retrouvée de l'ONG Lumière Divine. Et c'est une initiative de l'organisation humanitaire Mercy Ships, pilotée au Togo par Lumière Divine. Cette campagne avait démarré en septembre 2021, n'est-ce pas, Juliette? Tout à fait, Théophile. La vue, c'est la vie. Voilà le slogan de l'ONG Lumière Divine, qui, depuis 2012, a fait de la lutte contre la cécité son combat privilégié. La campagne Manamesse, financée par Mercy Ships, est une campagne de chirurgie gratuite de la cataracte au profit de personnes vulnérables des milieux ruraux. Elle a été lancée en septembre 2021 dans les préfectures des Lacs et de Vaud, pour la région maritime. Dr Wodome Abraham, président de l'ONG Lumière Divine.
Nous savons qu'on a besoin de 16 000 chirurgies de la cataracte par an pour pouvoir s'adresser de manière efficace aux 200 000 yeux qui sont en attente d'être opérés dans notre pays. Mais malheureusement, pour les difficultés qui sont liées à nos pays à faibles ressources, nous savons que 8 000 chirurgies seulement sont effectuées par an. Donc l'idée, c'est de pouvoir apporter notre pierre à cet édifice ensemble avec les autres organisations de la société civile et aussi aux côtés du gouvernement pour qu'ensemble nous puissions atteindre les 16 000 chirurgies qui permettront d'éradiquer la cataracte comme problème de santé publique. Le deuxième volet de la campagne Manamessé va être déroulé prochainement dans la région de la Kara. Retrouvons Dr Wodome Abraham. L'objectif aussi primordial de cette campagne, c'est de pouvoir offrir de la chirurgie gratuite mais de qualité à nos patients. Nous voulons minimiser le risque d'infection et donc nous avons fait une inspection du bloc ophtalmique du CHR de Kara qui est un excellent bloc opératoire. Mais vu que nous nous préparons à faire de la chirurgie massive, nous voulons voir quelles sont les possibilités pour ce bloc opératoire d'accueillir de la chirurgie massive en minimisant le mieux possible les complications. Et donc nous avons fait des recommandations qui permettront de faire des rénovations pour renforcer les capacités de ce bloc opératoire. 1400 chirurgies gratuites ont donc été réalisées en 9 mois dans la Maritime. 600 autres sont prévues en août et septembre à Kara. La cataracte est en effet une maladie caractérisée par l'opacification du cristallin. Elle représente 50% des causes de cécité. Juliette Kamdel, les différents acteurs de production du café cherchent à développer une industrie en Afrique. Appuyés par leurs confrères d'Amérique du Sud, ces producteurs ont échangé hier à Lobé sur le guide du café en français. Cette 4e rencontre réfléchit aux stratégies permettant un meilleur positionnement des cafés africains sur les marchés. Le ministre Adédié, ministre en charge du commerce, était à cette rencontre. La pertinence des sujets inscrits à l'agenda de la présente rencontre est assez révélatrice du dynamisme du secteur café en Afrique. S'agissant de la formation sur la gestion moderne de kiosques et de bars à café qui se tient à Palimé, elle vient à point nommé pour soutenir la dynamique actuelle de promotion de la transformation et de la consommation locale de nos produits. Le gouvernement togolais apprécie la pertinence de cette formation qui, au-delà des aspects techniques, nous rappelle l'impérieuse nécessité pour nos États de mutualiser leurs efforts afin de se mettre à l'abri d'éventuelles fluctuations des prix sur le marché international. Pour Madame Sarah Charles, formatrice et co-auteure de ce 4e guide, l'initiative répond à l'une des exigences de la ZLECAf. Ça fait partie d'un projet partagé avec le Centre du commerce international et la CRAM, de promotion de la consommation locale dans les pays africains, de développer, de créer un marché et une demande pour le café. Et une fois qu'il y aura cette demande et cette création de marché dans les pays africains, là, ce sera aussi une opportunité de commerce intra-régional entre les pays africains, d'autant plus important avec l'accord de libre-échange récent d'Afrique continentale. En marge des travaux, 30 jeunes Africains intervenant dans la transformation du café ont reçu des certificats. Quelques-uns s'expriment toujours au micro de Kilim Poyodi. Il s'agit de promouvoir le café africain et ça commence d'abord par la torréfaction. Donc durant la formation, nous avons appris la manière, pas seulement de torréfier, mais de bien torréfier le café parce que l'arôme du café, le goût du café dépend de la manière dont le café est torréfié. Et ce café torréfié, il y a aussi une manière de le faire pour que ça soit bon à la tasse. Concernant le domaine des cafés Robusta, c'est d'encourager les jeunes de s'intégrer dans la culture des cafés et surtout de consommer les cafés locaux produits dans l'Afrique. Vraiment, je ne maîtrisais pas les processus de torréfaction. Je ne le faisais pas comme il fallait. Mais pour le moment, vraiment, je commence à voir que je serai la meilleure. Voilà l'agence des cafés Robusta en Afrique et à Madagascar qui organise cet événement est actuellement dirigé par le Togo. La lutte contre la criminalité maritime se renforce dans notre pays. Un document facilitant la coordination des différentes organisations administratives maritimes a été validé et c'était hier vendredi à Lobé. Charlotte Aha.
Troisième pays de la sous-région après le Ghana et le Nigeria, le Togo a validé les procédures opérationnelles facilitant la coordination des actions de toutes les administrations chargées de l'application de la loi en mer. L'Union européenne, en finançant ce travail, entend soutenir le Togo dans sa lutte contre la criminalité en mer. Hugo van Tilborg, représentant de l'ambassadeur de la délégation de l'Union européenne. Ce qui est important pour le Togo, c'est montrer qu'il y ait ce cadre, pour montrer que le Togo puisse juger ce genre d'acte, que si ce genre d'acte se passe au Togo, le fait d'avoir un système en place, montrer que les gens ne peuvent pas acter en toute impunité, va avoir un élément de déterrence pour éviter ce genre d'acte. C'est un rôle essentiel aussi pour l'économie du Togo, que ce soit la lutte contre la pêche illicite, mais aussi les actes de piraterie qui ont un impact sur tout le commerce dans la région et donc sur la prospérité du Togo et de la région. Ce document jette ainsi les bases pour une juridiction efficace en matière de droit maritime. Touatre Lebakoua, substitut du procureur près le tribunal de Lomé. En tant qu'acteur judiciaire, nous avons besoin que, à l'issue de la gestion d'une crise, que les éléments factuels, des éléments de preuve qui seraient mis à notre disposition puissent être judicieusement exploités. Un document qui harmonise la procédure nous permet d'éviter trop d'écueils pour qu'à la fin de la procédure, les actions judiciaires soient des succès. Donc voilà pourquoi cette procédure nous est d'une grande utilité. La page internationale, deuxième sommet de l'Union africaine, la journée dédiée aux crises humanitaires, s'est achevée hier à Malabo et c'est en Guinée équatoriale. Toute la journée, les discours des chefs d'État ont porté sur les causes des multiples défis auxquels fait face le continent. Pas comme Johnson. Parmi ces défis, les crises humanitaires dont les causes profondes sont les conflits armés. S'y ajoutent aujourd'hui le terrorisme, l'extrémisme violent, le changement climatique et leurs corollaires, les inondations prolongées et la sécheresse. Un ensemble de facteurs qui provoquent souvent les déplacements des populations. Pour juguler ces défis, gouvernements et donateurs ont renouvelé leur engagement pour la cause en mettant la main à la poche. Plaidoyer et sensibilisation des partenaires ont permis de faire une bonne moisson financière de 140 millions de dollars sur un besoin de 14 milliards de dollars pour prendre soin des déplacés et réfugiés. Pour Bankole et Deoye, commissaire de l'UA aux affaires politiques, paix et sécurité, il est très clair que ces 2 ou 3 dernières années, notre continent a dû faire face à l'impact du terrorisme, de l'extrémisme violent, des changements anticonstitutionnels de gouvernement, de transitions politiques complexes et bien sûr de l'impact d'une pandémie sur nos pays et nos peuples. Donc c'est une opportunité pour renforcer et renouveler notre approche stratégique dans le but d'améliorer les choses. Pour ce qui est du Sahel, malheureusement le Sahel est le plaidoyer, est le foyer d'où le terrorisme se répand, dont il est important pour nous de veiller à ce que ce sommet pose des bases de la survie de l'Afrique, car notre continent ne peut pas survivre dans l'état actuel avec l'état actuel du terrorisme, de l'extrémisme violent et des changements anticonstitutionnels du gouvernement. Cela doit être stoppé. Et un pays tout seul ne peut pas le faire. Ça doit être un effort collectif pour qu'enfin nous ayons une réponse collective robuste et que nous prenions l'engagement collectif d'approfondir la démocratie. De son côté, Human Rights Watch appelle les dirigeants à faire le lien entre instabilité juridique et crise sécuritaire et surtout à lutter contre l'impunité des forces de sécurité qui accompagnent souvent la réponse militaire aux groupes terroristes et leur sert de ce faisant de moyens de recrutement. L'armée russe a confirmé aujourd'hui la prise de la localité clé de Liman dans l'est de l'Ukraine. Liman est un carrefour qui ouvre la route vers les grandes villes de Sloviansk et Kramatorsk.
C'est le temps des invités. D'abord, Ecobank Transnational Incorporated a tenu mercredi dernier à Abidjan, en Côte d'Ivoire, sa 34e Assemblée générale ordinaire. Après les travaux, David Chakwera a interviewé le président du groupe Ecobank, Alain Nkonchu. Voici leur entretien que nous vous proposons. Monsieur Alain Nkonchu, vous êtes le président du conseil d'administration du groupe Ecobank. Vous venez de finir votre 34e assemblée générale ici à Abidjan, précisément à l'hôtel Ivoire, avec les actionnaires du groupe Ecobank, et vous avez annoncé la bonne nouvelle du paiement des dividendes à ces actionnaires. Quelle est votre perspective après cette 34e assemblée générale ordinaire du groupe dont vous êtes le président? En fait, la perspective, elle se situe en fait autour de deux axes. Faire bien ce qu'on sait faire. Et de ce point de vue, et ça c'est peut-être l'un des avantages de notre panafricanisme aussi, la diversification de produits, c'est qu'on a un savoir-faire qui est relativement bien établi dans des domaines classiques de la finance, n'est-ce pas, comme je disais, financement du commerce, financement structuré, n'est-ce pas, opération de marché. On est installé sur plusieurs pays, donc on a cette flexibilité pour pouvoir justement accommoder plusieurs devises et servir justement sur plusieurs états différentes devises par des mêmes produits, justement parce qu'on a justement le côté technologique derrière. Donc, continuer justement à être bon dans ce qui était dans notre ADN et croître avec le marché, tout avec justement une politique de risque par rapport au cycle dans lequel on se trouve. Et c'est ça qui définit justement notre appétit de risque à tout moment donné, à n'importe quel moment donné. En réalité, qu'est-ce qui met les banques en difficulté? Ce qui met les banques en difficulté, très souvent, c'est les prêts non performants. Mais les prêts non performants, soit c'est dû à des cycles, soit c'est dû justement à une analyse de risque qui n'était pas forcément bonne. Donc ça, c'est quelque chose aujourd'hui pour lequel on pense qu'on a atteint, n'est-ce pas, un niveau où on est assez confiant, qu'on a un process, une méthode, un moyen et une dextérité qui nous permet, n'est-ce pas, de pouvoir ajuster nos risques à l'environnement macroéconomique que l'on a ou à la nature des clients que l'on a, ou même encore pouvoir les dérisquer justement au moment venu. Bon, ça, c'est l'un des piliers. L'autre, c'est de dire à la fin de la journée, n'est-ce pas, l'idée, c'est d'être capable de pouvoir aussi apporter ces mêmes types de services à de nouveaux clients potentiels. Donc, c'est la digitalisation avec l'inclusion financière. Donc, on parle de la technologie, quoi. L'idée, c'est de pouvoir développer nos systèmes, n'est-ce pas, d'offres, de services, à la fois des corporates, à la fois justement à des individus, qui nous permet, n'est-ce pas, de pouvoir utiliser notre plateforme technologique pour pouvoir avoir accès justement à ces nouveaux marchés et par là peut-être justement récolter un peu plus de capitaux, n'est-ce pas, pour pouvoir justement de ce fait pouvoir les prêter maintenant dans le secteur économique par la suite. Vous parlez de challenge de manière plus concrète aujourd'hui avec les technologies. Comment voulez-vous vous prendre? On a un challenge technologique et on a justement une situation où on a révisé nos manières de faire de risque. On est beaucoup plus assis sur une analyse un peu plus conservatrice, mais quand même qui nous permet toujours d'en faire. Et c'est le résultat que vous avez vu aujourd'hui. Et d'un autre côté, c'est véritablement la technologie avec laquelle l'on doit embrasser comme tout le monde, quoi. Que comptez-vous faire pour mobiliser davantage de potentiels clients? De par notre statut, n'est-ce pas, on peut utiliser notre palette de produits pour non seulement attirer ses clients via la digitalisation, mais intégrer justement dans cette panel, dans cette relation que l'on avait, que ce soit dans les paiements, d'autres types de produits financiers que nous offrons, n'est-ce pas, et qui peuvent parfois nous permettre déjà d'avoir une rentabilité plus importante, mais aussi justement de pouvoir capturer des clients et les garder tout simplement parce que ce n'est pas juste un moyen, n'est-ce pas, une fonction pour pouvoir accéder à un certain type de service, mais c'est un peu plus que cela. Donc nous, on se fait fort à la fois d'être en compétition avec les fintech ou les telcos, mais en même temps d'utiliser justement notre surface et notre palette de produits, n'est-ce pas, pour pouvoir justement fidéliser ses clients et un peu générer déjà beaucoup plus de transactions et beaucoup plus de services justement pour ses clients potentiels. Mais c'est sûr que le paysage est en train de changer et ça, tant mieux parce que ça permet justement de bancariser des gens qui autrement n'avaient pas accès justement aux services financiers, même à des revenus relativement faibles. Et c'est une bonne chose parce que ça permet justement, n'est-ce pas, de générer un peu plus d'activité justement d'un point de vue économique, quoi. Donc effectivement, ça c'est un endroit où se trouve notre challenge, oui, tout à fait. Alain Nkonchu, merci. Deuxième invité est Maman Halourou, il est historien-chercheur, il parle de la CEDEAO puisque cette organisation sous-régionale créée le 28 mai
1975 par le président de la République du Togo, Gnassingbé Eyadema, célèbre aujourd'hui ses 47 ans d'existence. Le bilan de cette organisation a été donc réalisé par Maman Halourou. Docteur Mama Halourou, bonjour. Bonjour, monsieur Théophile. Que retenir du parcours de cette organisation sous-régionale? Merci à la Radio Lomé qui nous donne cette opportunité de nous prononcer sur la vie de cette organisation que nous avons appelée la CEDEAO. 47 ans après sa création en 1975, il y a beaucoup de réalisations, tout comme il y a des défis à relever. Mais avant de parler des réalisations et des défis à relever, je vais juste revenir sur cette initiative de la CEDEAO qui a été une idée du président Eyadema Gnassingbé du Togo, qui en 1972 a eu l'idée de création d'une organisation sous-régionale qui va regrouper aussi bien les pays francophones que les pays anglophones. Parce que en réalité, avant cette date, il y avait des organisations entre pays qui partagent les mêmes zones linguistiques. Donc il y avait une organisation entre les pays anglophones et une organisation entre les pays francophones. Mais l'organisation entre les pays francophones et anglophones, ça n'existait pas parce que chaque puissance coloniale était derrière ses anciennes colonies. L'Angleterre était derrière les territoires anciennement colonisés qui étaient dans leur organisation, et également pour la France. Donc ça a été une prouesse pour Eyadema d'arriver à convaincre le président nigérian Yakubu Gowon de l'époque pour que lui aussi convainque les pays anglophones afin que l'organisation naisse. Ce n'est pas pour rien que quand l'organisation a été née, Eyadema a été le président de la commission pendant 2 fois et que le siège de l'organisation est toujours à Abuja parce que la puissance économique nigériane est forte, mais le Togo garde le siège de la structure économique PIDC. Eyadema a été le premier président de la commission et il a fait une 2e fois, bien avant d'autres pays. Quand vous regardez les anciens présidents de la commission, vous voyez que le Togo est venu plusieurs fois. Donc l'initiative, l'idée même est née d'Eyadema, donc c'est à saluer. Maintenant, pour parler des réalisations, nous allons les scinder en 3 étapes. D'abord, les réalisations économiques. On sait que quand elle a été créée, elle a été purement économique, communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Mais bien plus tard, elle va devenir politique, voire plus. Et sur ce plan économique, elle a fait des réalisations, notamment la libre circulation des personnes et des biens. Cela suppose que quand vous êtes Togolais, vous êtes Nigérian, vous êtes Béninois, vous êtes Ghanéen, vous êtes libre de circuler sans qu'on vous demande un passeport. Aujourd'hui, pour voyager d'un pays à un autre, on vous demande le passeport, mais pas le visa. On ne vous demande pas le visa à l'atterrissage de votre avion au Ghana, au Nigeria et dans d'autres pays. Vous avez juste besoin de montrer votre passeport de la CEDEAO et puis ça passe. Donc la libre circulation des personnes, c'est, on peut dire, en partie chose faite. La libre circulation des biens, vous avez des produits d'origine locale, c'est-à-dire un produit qui n'est pas un produit importé, ou vous le faites traverser à la frontière. Normalement, les tests disent que c'est exemple de toute taxation douanière. On peut également parler du TEC, le tarif extérieur commun, qui est une tarification englobante qui régit les principaux produits des pays de la sous-région. Il faut préciser également que bien avant que l'accord Schengen, qui est un accord qui donne la libre circulation des personnes dans l'espace de l'Union européenne, la CEDEAO avait déjà mis sur pied son espace d'intégration. Donc l'intégration est également une chose faite sur le plan des réalisations économiques. Maintenant, parlant des relations politiques, il faut dire que vu que la situation en Afrique de l'Ouest était devenue une situation préoccupante sur le plan politique, notamment avec des crises, la CEDEAO a dû mettre sur pied des structures politiques, notamment les ECOMOG, une force d'intervention. Elle a été mise sur pied en 1999, notamment lors de la crise de Libéria, en Sierra Leone également. Elle est rentrée également en activité lors de la crise en Gambie, où il a fallu forcer Yahya Jammeh, qui avait perdu les élections, à quitter le pouvoir. Elle est également intervenue sur le plan politique en Côte d'Ivoire 47 ans après. Si également nous pouvons parler des droits de l'homme, parce que la CEDEAO a adopté des principes fondamentaux guidant tous les rapports avec ses États membres, leurs citoyens et d'autres organisations externes qui renforcent ses États membres, leurs citoyens et d'autres organisations externes qui renforcent l'état de droit et le système démocratique de gouvernement dans la région, parmi lesquels le respect, la promotion et la protection des droits de l'homme et des peuples conformément aux dispositions de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples, la reconnaissance et le respect des règles et principes juridiques de la communauté, la promotion et la consolidation d'un système démocratique de gouvernement dans chaque État membre, tel que
prévues par la déclaration de principes politiques adoptée le 6 juillet 1991 à Abuja par les membres de la CEDEAO. Mon docteur, l'ambition d'une CEDEAO des peuples a-t-elle été accomplie? La CEDEAO des peuples, en fait, ça reflète l'idée que les chefs d'État et des ministres de l'organisation répondent aux aspirations profondes des peuples qu'ils dirigent. Et les principales aspirations des peuples que nous avons ressorties sont entre autres la paix, la promotion du droit de l'homme, la sécurité et également la libre circulation des personnes et des biens. Et donc, parlant effectivement de cette libre circulation des personnes et des biens, il y a quelques difficultés à relever parce que, en dépit de tous les tests qui régissent la liberté de circulation, il faut remarquer que sur le terrain, il y a un hiatus total entre les faits et les tests. Parce que si par exemple, il faut reconnaître qu'entre pays francophones, il suffit juste de montrer un passeport ou une carte d'identité pour traverser la frontière, ce n'est pas le cas entre les pays francophones et les pays anglophones, où vous êtes soumis à des tracasseries administratives qui ont pour point d'orgue la perception des frais que je peux même considérer comme des faux frais que vous devez payer à tout bout de champ, tout au long du trajet pour pouvoir entrer sur le territoire d'un pays anglophone. Vous prenez l'exemple de la frontière entre le Togo et le Ghana, la frontière que nous appelons Aflao. Normalement, si vous tenez tous les papiers avec un passeport qui est à jour, vous devez vous déplacer du poste de contrôle du Togo où vous allez prendre un cachet. Vous traversez de l'autre côté, vous prenez un cachet là-bas qui vous permet d'entrer. Mais en dépit de tout ça là, ils vous demandent des frais. Pire encore, si vous n'avez pas d'autres papiers, notamment les papiers de vaccination de la fièvre jaune et tout, vous êtes soumis à des taxations frauduleuses qui échappent à tout contrôle des États et qui sont en porte-à-faux avec les textes et réglementations qui régissent l'organisation sous-régionale. Alors, une autre question. Aujourd'hui, il y a des défis sécuritaires, la lutte contre le djihadisme, les défis de langue commune, les défis économiques. Jusqu'ici, la CEDEAO n'a pas une monnaie commune. Alors, comment peut s'expliquer tout cela alors que cette structure a passé 47 ans de vie? Parlant des défis, il faut dire qu'ils sont énormes. Vous avez parlé des défis économiques, ils sont très énormes également, notamment le défi de la création d'une monnaie commune. Ça a été l'un des points les plus importants que l'organisation a mis sur pied. Tout a été mis comme processus pour que cette monnaie puisse voir le jour comme cela se doit en 2020. Ben, aujourd'hui, nous sommes en 2022. Ça n'a pas été chose faite. Il faut dire que dans la conduite de ce processus, il y a eu quelques mésententes entre pays anglophones et pays francophones, notamment avec le président Alassane Ouattara qui a voulu s'entourer d'autres chefs d'État pour imposer un nouveau rythme au processus de création de la monnaie. Donc ce qui n'a pas été accepté totalement par le Nigeria qui est un puissant pays économiquement. Donc c'est ce qui a fait que la démarche impulsée par le président Ouattara n'a pas pu aboutir comme cela se devait en 2020. Donc tout est mis sur pied, sauf qu'il y a des divergences par rapport à la conduite du processus. Pour confirmer également que ce processus est déjà enclenché, il y a des textes qui ont été votés par l'Assemblée française, le Conseil des ministres également, qui ont acté la fin de la monnaie franc CFA pour pouvoir ouvrir la voie à la création de la monnaie unique. Beaucoup de principes et de décisions ont été prises par les États membres pour converger toutes les économies, pour converger tous les tests juridiques, économiques vers la création d'une monnaie commune. Il y a également d'autres défis, l'intégration à travers les infrastructures. Nous avons par exemple le corridor Lomé-Accra-Lagos. Il y a des infrastructures pareilles qui devraient être réalisées pour faciliter l'intégration entre les pays membres. Ça reste toujours un défi. Sur le plan sécuritaire, avec la menace dans le Sahel, la plupart des pays du Sahel, sauf la Mauritanie, font partie des États membres de la CEDEAO. Le Sahel est menacé par des groupes terroristes qui ont pris une grande partie du Mali, du Niger et du Burkina Faso et qui sont en train de perpétrer des forfaitures, notamment avec l'attaque de Bekwakandi dans le Nord Togo. Donc la CEDEAO n'est pas restée bras croisés. Elle a joué un rôle, notamment au Mali. La CEDEAO a envoyé une mission sécuritaire au Mali. La CEDEAO également a voté certains tests, notamment dans le cadre de ce qu'on appelle les États sahélo-sahariens qui sont regroupés pour
voté un certain nombre de textes qui vont régir l'intervention des pays membres de la CEDEAO dans le cadre de la lutte contre le terrorisme qui est en train de gangréner les États membres. Le plus souvent, c'est le manque de responsabilité des États qui amène les populations à se rebeller. Quand je prends l'exemple du Mali, le nord du Mali, c'est un territoire totalement entre guillemets abandonné où il n'y a pas d'infrastructure. C'est ce qui a amené les habitants de la localité à créer la Zawad pour dire qu'ils veulent créer leur État, leur seul, leur pays qui leur appartient à eux seuls. Aujourd'hui, c'est l'absence de l'État dans certaines parties des États du Sahel qui a amené ces terroristes à considérer ces territoires-là comme leur possession. Docteur Maman Halourou, on s'achemine vers la fin de notre entretien. Est-ce que la CEDEAO a d'avenir et cela peut-être sert de votre conclusion? La CEDEAO a un grand avenir devant lui. Je m'en vais vous montrer avec quelques preuves. Actuellement, la CEDEAO est la seule organisation sous-régionale en Afrique où il est capable à ses populations de voyager sans visa. Deuxièmement, si la CEDEAO n'avait pas un avenir, la Mauritanie qui avait quitté la CEDEAO pour rejoindre le regroupement des États arabes ne frapperait pas à nouveau à la porte de la CEDEAO. Jusque-là, la CEDEAO ne l'a pas encore accepté. Si la CEDEAO n'avait pas d'avenir, le Maroc, qui est un pays du Maghreb arabe, ne frapperait pas également à la porte de la CEDEAO pour pouvoir être membre. La CEDEAO a de l'avenir, d'autant plus qu'il y a un projet de création de la monnaie unique qui doit être continué et jusqu'à ce que un jour ce soit chose faite. La CEDEAO a également de l'avenir parce que la CEDEAO n'est pas seulement économique, elle est également politique. La CEDEAO a joué un rôle important sur le plan politique. Elle a mis sur pied un certain nombre de principes juridiques qui régissent l'état de droit dans les États membres, notamment avec la limitation des mandats. Ce qui n'est pas une chose qu'on retrouve dans une autre organisation en Afrique. Il y a également le respect des droits du peuple africain qui est appliqué dans la CEDEAO. Il y a également l'harmonisation des politiques économiques à travers ce qu'on appelle le principe de l'OHADA. Il y a également l'harmonisation des politiques agricoles à travers ce qu'on appelle la politique agricole commune de la CEDEAO. Il y a beaucoup de projets qui font que si la CEDEAO arrive à les concrétiser, la CEDEAO n'aura rien à envier avec l'espace Schengen parce que nous avons de la ressource, notamment naturelle, mais également nous avons une population nombreuse et jeune et dynamique. Merci, docteur Maman Halourou. Merci Théophile, merci à la Radio Lomé et merci aux auditeurs qui nous écoutent. Homicide volontaire, c'est le chef d'accusation retenu contre des jeunes qui ont tué un vieux accusé de sorcellerie. Ils ont été condamnés à 20 ans de prison. Écho du Palais, Hélène Assabi. Le nommé Comblan, un vieux vivant dans le village de Gbalavéaveno dans le Cloto, est accusé par sa famille et les habitants d'être à l'origine de leurs maux et d'avoir tué pour qui un grand-père, une grand-mère, un père ou une mère et pour d'autres un fils, une fille, un neveu ou une nièce et pour d'autres encore un mari, une femme, un frère ou une sœur. Il fut donc convoqué chez le chef du village de Gbalavé par son neveu William pour l'avoir menacé de mort. Le vieux Comblan, ayant reconnu les faits, a cependant refusé de se soumettre aux cérémonies d'exorcisme proposées par le chef du village, car ne se reconnaissant pas sorcier comme le prétend son accusateur. La séance bloqua donc sur ce point jusqu'à la tombée de la nuit. Le chef décida alors d'ajourner la rencontre pour être reprise le lendemain matin. Vu la tension qui régnait et les jeunes qui étaient très remontés contre le vieux, le chef du village décida d'assurer sa protection en lui proposant de dormir chez lui ou au domicile de son chef quartier. Le sieur Comblan prétesta qu'il n'a pas les moyens de payer les vigiles désignés pour assurer sa sécurité et il décida alors de regagner son domicile. Chemin faisant, sous l'instigation du plaignant, William, aussi décidé à en finir avec lui, il fut attaqué et lynché par certains jeunes qui avaient assisté à l'assise. Après leur forfait, ils abandonnèrent le corps de la victime sur les lieux et se dispersèrent. Deux fils de la victime qui ont assisté impuissants au fait alertèrent la gendarmerie. Certains furent interpellés tandis que d'autres réussirent à prendre la fuite et ne seront arrêtés plus tard que suite à l'exécution des mandats d'arrêt lancés par le juge d'instruction.
En enquête préliminaire et en première comparution, les inculpés ont nié d'abord toute implication dans la commission des actes qui ont entraîné la mort du vieux Comblant. Mais lors de leur interrogation au fond, ils ont fini par avouer. Étant donné que la manière dont les inculpés ont enlevé la vie à la victime est crapuleuse et que les violences n'étaient pas non seulement volontaires, mais encore préméditées, il est donc clair que la mort du vieux était voulue et préparée par ceux qui voulaient en finir avec lui et qui le considéraient comme la source de leur malheur. Ainsi, à l'audience de la cour d'assises du 17 février 2016, ils furent tous condamnés à 20 ans de réclusion criminelle. Sport du football, la dernière journée de la phase finale des playoffs de D1 aura lieu demain dimanche. L'attraction concerne la deuxième place au classement, une place qualificative pour le continent. Cette place est disputée à distance entre Dito FC de Lomé et HCK de Kara. L'autre place qualificative pour le continent est déjà dans les mains de ASCO de Kara, ce club qui est champion pour la 3e fois consécutive. Son vice-président, Cote Cléo, parle des perspectives. Demain sera la dernière journée du championnat de D1 et nous sommes heureux du titre. Notre équipe ASCO de Kara et nous remercions vraiment le staff technique et nous tenons vraiment à remercier l'honorable Miebne Sonia Simbe qui depuis son arrivée à la tête de l'équipe ne cesse de montrer toute sa passion, toute sa disponibilité pour la réussite et pour le renouveau des contenants. Le résultat est là. Il vient de remporter son 2e titre d'affilée, qui est le 3e titre d'affilée pour les contenants. On se projette pour la Coupe continentale. Il faut nous laisser savourer ce 3e titre d'abord. Et à la fin de la saison, nous allons faire le bilan et tirer les leçons de la saison et voir s'il y a lieu de renforcer l'équipe et ce qui a amélioré pour être compétitif sur la scène internationale. Demain, le match revêt une importance capitale pour l'équipe parce que ASCO a été la seule équipe à avoir été champion sans défaite, les invincibles de la saison 95-96. L'équipe menée par Paptiam dans laquelle il y avait les Tchangay Manzameso, cette équipe de la saison 2021-2022 aimerait aussi rééditer l'exploit de devenir aussi la 2e équipe invincible du championnat togolais. Le phénomène de la vie chère continue de faire couler d'encre et de salive. Les parutions en ont fait cas une fois encore dans leur colonne. L'activité parlementaire avec la modification du code électoral et de la charte des partis politiques est également à la une des journaux. Revue de presse, Léontine Togiba. Code électoral et charte de partis politiques mise à jour, note Togo Matin qui se réfère ainsi aux préparatifs des prochaines élections régionales. Ces nouvelles dispositions qui ont reçu le quitus de la 6e législature répondent aux propositions faites par les partis politiques dans le cadre de la concertation nationale entre acteurs politiques dont les travaux se sont déroulés du 19 janvier au 13 juillet 2021, poursuit le quotidien privé. Le code électoral et la charte des partis politiques retouchés stipulent que les binationaux ne pourront plus créer ou diriger un parti politique au Togo, précise le libéral. L'hebdomadaire poursuit, les modifications apportées érigent la préfecture comme une circonscription électorale pour l'élection des conseillers régionaux. En bref, l'Assemblée nationale a revu le code électoral pour les régionales et la charte des partis politiques pour solidifier l'assise nationale des partis politiques, résume l'Union pour la patrie. Les acteurs politiques s'arment pour les prochaines élections régionales. Les électeurs, de leur côté, se battent contre la vie chère. Le gouvernement consent certes beaucoup d'efforts pour soutenir le pouvoir d'achat des populations, mais ces efforts impactent-ils vraiment le panier de la ménagère? C'est la question que se pose Écho du pays. Selon le journal, le gouvernement prend des mesures qui ne sont nullement respectées par les commerçants et commerçantes. Pour exemple, Écho du pays cite le plafonnement des prix des produits céréaliers, notamment le maïs. Instauré par le gouvernement à 650 francs le bol, le maïs est vendu à 800 voire 900 francs le bol dans les marchés. Abondant dans le même sens, l'évêque de la nation relève l'appel du ministre du Commerce au respect strict des prix plafonds.
Pour finir, le Togo a rendu hommage à ses 8 vaillants soldats tombés dans l'attaque terroriste de Kpakandi, rappelle Togo Réveil. Ces 8 vaillants des forces de défense et de sécurité ont été faits à titre posthume chevalier de l'ordre du Mono par la ministre des Armées représentant le chef de l'État à cette cérémonie d'hommage, ajoute Nouvelle Opinion. Pluriel, le magazine hebdomadaire de Radio Lomé. C'est donc fini pour aujourd'hui. Retenons que la lutte contre la cécité se poursuit au Togo. Plus de 2000 patients souffrant de cataracte seront opérés dans les régions de la Kara et Maritime. Le rapport de la campagne lancée en novembre dernier a été fait hier à Lomé. Se laver 2 fois ou 3 fois par jour, c'est l'un des conseils à l'occasion de la journée internationale de l'hygiène menstruelle. La journée célébrée aujourd'hui a donné l'occasion à Madame Sadji Ami, sage-femme de Lomé, de s'adresser aux filles adolescentes. Ils cherchent des solutions à la vie chère. Les chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine sont en ce moment à Malabo, en Guinée équatoriale. Ceci pour un sommet sur le terrorisme, l'extrémisme violent et les changements anticonstitutionnels de gouvernement. Invité de ce journal Pluriel, vous avez suivi Maman Halourou, historien-chercheur. Il a parlé des 47 ans de vie de la CEDEAO et surtout il a salué le fait qu'il n'y a pas donc le visa dans cet espace. Dans ce journal également, vous avez suivi l'interview de Ecobank Transnational Incorporated au sujet de sa 34e Assemblée Générale ordinaire tenue à Lomé. Une interview réalisée par David Chakbera. Les échos du palais, les sports et la revue de presse ont complété ce journal magazine.